Bonjour, bienvenue sur Mosaïque. Nous avons souvent sur Mosaïque fait appel aux enseignements de la tradition pour tenter d'éclairer la période que nous vivons. Et on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui, plus spécialement à la pensée du Rav Kook, Abraham Yitzhak Cohen Kook, l'un des pères du sionisme religieux, le premier grand rabbin ashkénaze en terre d'Israël à l'époque du mandat britannique, qui était né en Lettonie donc en 65, qui est mort à Jérusalem en 1935, donc avant d'avoir pu vivre la création de l'État d'Israël pour laquelle il avait pourtant tant œuvré. Bonjour Roni Sananès. Bonjour. Vous êtes ingénieur, vous venez de traduire aux éditions Lishma un livre du Rav Kook qui s'intitule Ein Aya. C'est en fait un des commentaires du Rav Kook sur la partie dite allégorique du Talmud. Et on y trouve des messages très pertinents pour notre époque que nous allons donc évoquer avec vous, par exemple le sens du retour du peuple d'Israël sur sa terre, la relation entre l'individu et la collectivité, le particularisme aussi d'Israël et puis l'unité, l'unité du peuple. Et c'est pourquoi donc vous êtes là avec nous aujourd'hui pour en parler. Question générale pour commencer. De quelle manière le Rav Kook peut nous aider à comprendre les événements en cours? D'abord, ce qui est exceptionnel dans le Rav Kook, c'est comme vous l'avez dit, il a vécu avant l'État d'Israël et que son enseignement vraiment éclaire la période. Il a su anticiper et voir qu'est-ce qui allait se passer plus tard dans le processus qui avait déjà été entamé dans son époque comme vous l'avez dit, du retour d'Israël sur sa terre. Et les événements qu'on a vécus malheureusement ces derniers mois nous font beaucoup réfléchir et je pense que là aussi, la pensée du Rav Kook est assez pertinente puisque elle rentre dans le vif des questions qui sont en cours et dans la société israélienne et aussi comment Israël se place dans la société des nations. Et je pense tout d'abord que il y a quelque chose qui est vraiment flagrant, c'est l'animosité, on peut dire, ou les critiques qui viennent aujourd'hui encore plus ces dernières semaines d'une façon plus aiguë encore, les critiques que les nations ont vis-à-vis de l'attitude d'Israël. Et ces critiques sont aperçues par la société israélienne, je pense en son ensemble, d'une façon un peu surprenante, parce que l'événement qui a été vécu au 7 octobre était un événement qui était majeur. On a bien vu Israël est dans une période critique, et donc la guerre qui fait en fait réponse à ces événements-là, et je pense en Israël d'une façon pratiquement unanime et justifiée, et la façon dont l'armée israélienne agit est aussi justifiée vu les enjeux et vu l'ennemi vis-à-vis duquel on est confronté. Et donc ça jure avec ce que les nations critiquent. Et là aussi, je pense qu'il y a évidemment des raisons politiques, la volonté de garder des liens avec les pays arabes, etc., évidemment, mais il y a des raisons profondes que le Rav Kook peut nous aider à comprendre. Là, on est en fait en place à l'éveil, depuis 48 et même avant, du nationalisme juif, quelque chose de nouveau, qui n'existait pas pendant 2000 ans. Que le peuple juif devienne indépendant sur sa terre et qu'il agisse. Et on voit bien que plus le peuple juif s'implante et agit en tant que nation, par exemple en légitime défense, comme il se passe maintenant, plus les critiques augmentent. Et ça nous apprend un peu le fondement de cette critique. Et je voudrais faire un parallèle entre ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé pendant la guerre de 6 jours. Pendant la guerre de 6 jours, on a eu une période aussi critique, c'est-à-dire que l'Israël était en danger, peut-être maintenant en danger de survie, et Israël a réagi. Quelle était la réaction, disons, de la France même, si on veut, du général de Gaulle? Il a émis cette phrase qui était très remarquée plus tard, que le peuple juif a agi comme un peuple d'élite sûr de lui et dominateur. C'est-à-dire que l'action d'Israël en tant que légitime défense a été perçue comme une action expansionniste. C'est-à-dire que maintenant, si je viens
parler au niveau des idées, le nationalisme juif a été perçu comme un nationalisme expansionniste. C'est-à-dire que on n'a pas vu dans cette volonté de créer un pays comme une volonté de construire quelque chose qui pourrait amener, disons, un message au monde, mais comme une volonté d'expansion sur les autres nations. Et c'est un peu ce qu'on peut voir que la critique en fait des nations est vue parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre quelle est la vraie valeur du nationalisme juif. Le nationalisme juif est un nationalisme qui est... Justement, c'est le Rav Kook, excusez-moi, mais c'est le Rav Kook qui va donner une définition de ce nationalisme juif qui va au-delà donc d'un nationalisme classique, il faut bien le souligner, parce qu'il lui assigne une fonction précisément que les autres nationalismes ne visent pas, à savoir une fonction universelle dans l'économie générale du monde. Il faut que vous nous expliquiez exactement comment est fondée cette conception du Rav Kook, et qui est celle de la tradition juive aussi, du nationalisme qui va au-delà de lui-même pour aller vers l'universel. C'est exact. C'est-à-dire que le nationalisme juif est un nationalisme qui vise à évidemment construire le peuple et établir le peuple, mais en vue d'amener un message aux nations, en vue d'être comme ce qu'on voit dans la Bible lui-même, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de la tradition, c'est-à-dire que Dieu, quand il se révèle au mont Sinaï, il dit à Israël, vous serez pour moi un royaume, on aurait dit de nos jours un état de prêtres, et une nation sainte. C'est-à-dire que Israël est vu comme un prêtre pour les nations, comme une nation qui vient apporter un message et qui vient aider le monde à aller dans une situation meilleure, dans une situation de paix, dans une situation de moralité. Et comment Israël apporte ça? En montrant au monde qu'il est possible de créer une collectivité qui se conduit selon la morale. C'est-à-dire que souvent, il y a ce qu'on appelle dans la politique internationale la raison d'État, c'est-à-dire que les gens individuellement font très attention à la morale, mais quand on a un pays, il y a la raison d'État qui nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas fait et qui sont pas toujours adéquates avec la morale. Alors que le message d'Israël est qu'on peut être une nation en tant que nation entière, avec tout ce que la nation comporte, si c'est l'aspect économique, l'aspect politique, et on peut faire tout ça au niveau de la sainteté. C'est le message que Israël veut amener au monde, et c'est pour ça que le messianisme d'Israël passe par le nationalisme, parce qu'il passe par le fait de créer une nation qui, en tant que nation, est exemplaire. Alors, ça, c'est un message, excusez-moi, René Savanès, mais qui ne passe pas du tout, parce que précisément, au contraire, c'est l'image inverse qui est perçue, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que on accuse Israël d'immoralité, on accuse Israël de ne pas rester fidèle à des principes moraux, de faire une guerre sans précaution vis-à-vis des civils, vis-à-vis des Palestiniens, et même de viser effectivement à l'expansion. Donc, comment rendre ce message acceptable par les nations? C'est une grande difficulté pour Israël aujourd'hui. En effet. C'est une difficulté. Je pense que tout d'abord au niveau objectif, en tout cas à notre point de vue, si on compare des guerres d'une même, disons, d'une même ampleur ou avec avec des enjeux similaires, il ne faut pas se cacher le fait que Israël est ici en fait dans une situation un peu vraiment très critique vis-à-vis, on le voit tous les jours de plus en plus, que tous les ennemis qui sont autour d'Israël attendent de voir comment va être la réaction d'Israël vis-à-vis du Hamas. Et on sait que l'enjeu, ce n'est pas seulement le Hamas, mais des ennemis beaucoup plus puissants comme l'Iran, comme le Liban et tout ça. Et donc, l'enjeu, cette guerre est un jeu énorme. Et si on compare des guerres similaires que les nations elles-mêmes ont eu ces dernières années ou même ces dernières décennies, et qu'on compare l'attitude d'Israël, je pense que si on le fait d'une façon objective, on peut voir que l'attitude d'Israël est remarquable.
où est-ce qu'on voit un pays qui est en guerre contre un autre pays et qui lui amène d'une aide humanitaire, qui lui ouvre, qui lui donne des vivres? Est-ce qu'on a vu dans la Seconde Guerre mondiale que les Anglais ont donné, ou même dans la Première Guerre mondiale, où les Anglais ont donné de la nourriture aux Allemands? Ça n'existe pas. Et pourtant, Israël le fait. Et la critique existe quand même. C'est ça qu'on peut se poser comme question. Pourquoi quelque chose qui nous paraît à nous, Israéliens, si clair, que Israël se comporte d'une façon vraiment exemplaire à notre vue et sale? Bon, évidemment, il y a des cas isolés mais on parle en général de façon exemplaire. Comment ceci est mal perçu vis-à-vis de la part des nations? Et c'est possible que les nations ont une exigence morale extrême vis-à-vis d'Israël. On sait que vis-à-vis d'eux-mêmes, ils ont aussi une exigence morale au niveau de la chrétienté, par exemple. Que nous dit la chrétienté? Je ne suis pas un spécialiste de la chrétienté, mais bon, on sait très bien qu'il y a cette phrase de l'Évangile, qu'il faut donner la deuxième joue. Je ne veux pas citer en détail parce que voilà, tendre la deuxième joue. Oui. Mais que l'amour, pardon? Oui, il faut tendre la deuxième joue quand vous avez été frappé sur la première. Il faut tendre la deuxième joue. Est-ce que vous connaissez un pays qui a agi de cette façon-là? Non. Mais il semblerait que les nations, maintenant, nous demandent, nous, en tant que juifs, d'agir de cette façon-là. C'est-à-dire qu'ils ont des exigences morales vis-à-vis de nous qu'ils n'ont pas vis-à-vis d'eux-mêmes. Et on peut dire que c'est positif, puisque ça veut dire que les nations pensent qu'Israël a un niveau moral élevé. Alors, est-ce que vraiment c'est la moralité et de tendre l'autre joue? Et là aussi, on peut aller vers les enseignements du Rav Kook. Le Rav Kook dit en effet, c'est vrai, les prophètes prônent la paix, prônent la période où un loup vivra à côté d'une brebis, prônent la période où on prendra les glaives et on en fera des outils pour labourer la terre. C'est vrai, ça existe, mais est-ce qu'on est dans cette période-là? Donc le Rav Kook nous dit, c'est vrai, il y a un idéal, mais il ne faut pas sauter des étapes. C'est-à-dire que de nos jours, quand il y a du mal, on ne peut pas prendre notre glaive et en faire un outil de labourage, c'est pas possible. Et de penser que ça, c'est la moralité, c'est faux. Parce que si on agit de cette façon, en fait, on laisse dans le monde la place au mal. Maintenant, si on se met dans notre contexte géopolitique de Israël vis-à-vis du Hamas, si Israël n'éradique pas le Hamas, c'est-à-dire si Israël ne donne pas un coup au Hamas qui est suffisamment fort pour dissuader toutes les nations autour de nous d'agir de la même manière, de se comporter de la même manière vis-à-vis de enfants, vieillards et tout ça, et tout ce qu'on a vu comme horreur, alors ça donnerait une légitimité. Le monde resterait avec un mal aussi important. Donc le fait de réagir, ce que nous dit le Rav Kook, d'aller contre ce qui est écrit dans les prophètes, parce que les prophètes nous demandent en fait de prendre notre glaive et d'en faire un outil de labeur. Mais quand est-ce que les prophètes nous disent de faire ça? À la fin des temps, quand le mal sera éradiqué. Tant que le mal n'est pas éradiqué, cette situation de donner l'autre joue et de laisser au mal la possibilité de s'implanter sur terre, c'est ça l'action immorale. Donc ce que le Rav Kook nous apprend, c'est que dans disons, l'avancement moral du monde, il y a des étapes. Et il est interdit, et même il est amoral, de dépasser les étapes. Alors justement, et ça, il le dit au niveau du christianisme, je pense que ça nous amène à cette notion de messianisme, chez le Rav Kook, qui mettait, vous le disiez, en garde contre le risque de vouloir brûler des étapes. Ça peut viser d'ailleurs certains extrémistes aujourd'hui, même en Israël, qui semblent un peu pressés peut-être d'en arriver à la fin. Comment, selon le Rav Kook, se déroule plus précisément ce processus de délivrance? Est-ce qu'on peut en dire un peu plus, Roni Sananès? Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, c'est un processus qui n'est pas qu'on ne voit pas dans quelques années, mais c'est un processus qui prend des dizaines et des centaines d'années. C'est un processus qui passe d'un passage de l'exil à, d'abord, la première étape, c'est un passage de l'exil au retour d'Israël. C'est-à-dire un passage où le peuple, où sa vie n'était pas une vie, une vraie vie, puisque c'était un peuple qui était séparé de sa terre, séparé de tout aspect matériel. C'est-à-dire pendant l'exil, le juif était
disons, restreint à quelques aspects spirituels de la vie. La première étape, c'est de passer de ce passage du confinement dans le monde spirituel et enfin un monde spirituel un peu étroit même, à une vie pleine d'un peuple sur sa terre. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qui s'est passé au début du sionisme et qui continue à se passer. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de construire d'une façon intense une vie nationale avec un pays qui a des institutions, qui a une société matérielle qui est suffisamment ancrée sur sa terre, suffisamment forte pour devenir l'instrument d'un esprit qui peut en fait amener au messianisme, c'est-à-dire que le messianisme, comme on l'a dit plus tard, passe par disons l'unification du monde matériel et du monde spirituel, et ça c'est possible au niveau collectif en Israël. Une fois que le monde matériel l'instrument matériel a été construit par les premières étapes du sionisme, on peut insuffler dans cet instrument, dans cet état qui a été construit en fait par des gens laïcs qui étaient loin de toute, disons, de toute, pas loin, mais ils étaient, on peut dire qu'ils n'étaient pas religieux, ils n'étaient pas liés à la Torah spécialement, aux aspects plus moins sionistes de la Torah. Et donc, la deuxième époque que nous vivons, nous espérons, que nous commençons à vivre maintenant, c'est l'époque dans laquelle cet État lui-même qui a été construit va devenir l'instrument du messianisme pour pouvoir apporter ce message de l'unité entre le monde matériel et le monde spirituel dans l'État d'Israël. Ça passe par effectivement cette collectivité d'Israël nationale. Le Rav Kook insistait beaucoup sur une dimension qui est la dimension de l'unité, parce que sans unité du peuple, cette équation ne sera pas possible. Unité, nécessité de faire tenir ensemble tous les visages qui se manifestent dans cette société. C'était une vision assez ouverte, en particulier même sur le monde laïque, quoique le Rav Kook évidemment fut très orthodoxe. Comment le Rav Kook voyait ce rapport le rapport et l'unité possible entre, par exemple, les laïcs et les religieux en Israël? Alors, tout d'abord, le Rav Kook, là aussi, nous apprend qu'il y a des étapes. C'est-à-dire que la première étape est l'étape de la multiplicité. Comme la famille de Jacob, on le voit dans la Bible, la famille de Jacob commence par 12 tribus qui, si on se rappelle les passages de la Genèse, sont en conflit, mais vraiment très fort. Si on se rappelle bien les passages qu'il y a un conflit entre Joseph et ses frères, des conflits très importants. Pour passer à la fin de la vie de Jacob à une unité où la famille de Jacob est unie. Ce qui s'est passé au temps de la Genèse se passe de nos jours. Au début du retour d'Israël sur sa terre, on est en présence d'une multiplicité. Et le Rav Kook nous dit que cette multiplicité, il donne une certaine formule où il dit qu'il y a 3 tendances dans le peuple. Il y a la tendance nationale, il y a la tendance universelle, et la tendance religieuse. Ces 3 grandes tendances on pourrait mettre des noms de partis politiques sur les différentes tendances, mais je le ferai pas. Ces 3 tendances sont en antagonisme. Mais le Rav Kook ne voit pas ça comme une fin. Il nous apprend que c'est une étape. Pourquoi? Pour que ces 3 valeurs qui sont véhiculées par ces 3 tendances, et la valeur universelle, et la valeur religieuse, et la valeur nationale, puissent s'affirmer, puissent se construire, puissent être suffisamment fortes. Ceci est la première étape. La deuxième étape, c'est une étape où ces 3 tendances vont comprendre comment elles doivent vivre en harmonie pour arriver à l'unité qui est nécessaire pour arriver aux fins d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël ne pourra jamais être une nation qui peut être seulement matérielle. Il y a un lien entre le matériel et le spirituel, comme vous l'avez dit, entre le laïque et le religieux, et chacun doit comprendre quelle est la place de l'autre dans l'économie divine et dans l'harmonie qu'on doit arriver pour construire le peuple d'Israël. National, universel, religieux. Bon, vous ne voulez pas mettre de nom de parti, mais enfin, ça désigne bien des groupes aujourd'hui en lutte
finalement encore entre eux, même si ça s'est atténué. En Israël, bon, le national, ce sont ce qu'on appelle les sionistes religieux et puis les nationalistes au sens large. Les universalistes, ce sont les laïcs plutôt, et les religieux, plutôt les orthodoxes. Donc tout ce monde-là, effectivement, n'a pas encore trouvé la manière de devenir complémentaire pour un même projet. Est-ce que le 7 octobre peut y aider selon vous? D'abord, le 7 octobre, le lendemain du 7 octobre et les semaines qui ont suivi, pour quelqu'un qui vit en Israël comme moi, on a été témoin d'une unité flagrante. C'est-à-dire que toutes les guerres et toutes les tensions qui existaient et qui étaient, on le sait, très très importantes l'année dernière, ont été effacées au bout de par cette onde de choc qu'il y a eu au 7 octobre. Et à mon sens, ça vient rappeler aux différentes parties qui vraiment étaient en tension et en conflit l'année dernière, ça vient leur rappeler qu'il y a un but qui peut être atteint, puisqu'il a été atteint. C'est possible. Vérité, c'est vrai qu'il a été atteint face à un ennemi commun. Et ça nous donne la possibilité, d'un côté, ça nous donne la possibilité que c'est possible. Et là, je m'excuse de revenir là, le Rafouk nous explique que, en effet, c'est possible. Il faut pas penser que ce sera fait demain matin. C'est aussi quelque chose qui doit être fait par étapes. Il faut comprendre comment vivre avec l'autre et comment l'autre nous permet de mieux peaufiner les valeurs qui nous sont chères. Et à ce moment-là, comme ça, on arrivera à l'unité. C'est-à-dire, d'abord, en sachant que c'est possible, et deuxièmement, en prenant la maturité, de comprendre chaque partie dans quelle façon il ne doit pas aller à l'extrême et dans quelle façon il doit prendre en compte la deuxième partie, et chacun doit prendre en compte qu'il n'est une seule facette d'un peuple unique. Il y a plusieurs facettes et qui ne peut être plein et, disons, en plénitude que si toutes ces facettes existent en harmonie. Alors, j'aimerais revenir, peut-être pour terminer, sur cette idée force, on va dire, de la pensée du Rav Kook. L'élaboration du cadre national et politique hébraïque, c'est ça qui permet, comme il disait, d'actualiser l'idée divine, et ça replace cette idée divine dans l'histoire, comme si Israël était le véhicule qui permettait à l'idée divine de réintégrer l'histoire. C'est quelque chose, évidemment, qui a une puissance métaphysique, il faut y croire quand même, mais malgré tout, c'était comme cela que lui voyait les choses. Est-ce que on en est là actuellement? Est-ce que c'est un phénomène qui est à l'œuvre aujourd'hui? Alors d'abord, pour tous les élèves du Rav Kook, et il y en a beaucoup, c'est quelque chose qui est tout le temps présent. Et souvent, comme le Rav Kook l'avait fait lui-même dans les années 30, ou même avant, il a su voir dans une réalité qui était contraire à ce qu'il pensait, à ce qu'il voyait, il a su voir les germes de ce qui allait se développer plus tard. Et donc, le Rav Kook nous apprend, malgré le fait que c'est vrai qu'un œil qui est, disons, un peu superficiel ne voit pas encore comment ces choses se manifestent dans la réalité. Mais si vous voulez, on peut voir beaucoup de personnes de nos jours en Israël qui ont le pied dans les deux mondes, qui ont au niveau même d'une certaine collectivité, une certaine partie de la société, qui ont un pied très ancré dans l'économie, dans l'armée, dans tout le monde matériel, mais qui ont aussi un pied dans le monde des idées, le monde spirituel, le monde religieux de la Torah, le monde de la tradition. Et des mouvements de ce genre peuvent nous faire comprendre comment, oui, ce projet, et ce que le Rav Kook avait vu il y a un siècle, avance. Mais, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui prend du temps, et plus le temps passe, plus nous espérons que ce sera de plus en plus visible. Oui, parce qu'effectivement, ce que vous nous dites là me fait penser au fait que quand on parle des camps, des groupes nationaux, universalistes, laïcs, religieux, on voit tout de suite des extrêmes. Or, il y a comme vous le semblez le dire, il y a une grande majorité centrale, on va dire, du peuple qui fonctionne déjà sur tous ces modes, c'est-à-dire qui est à la fois nationaliste, qui participe au projet d'Israël, qui est en même temps engagé dans la vie concrète et qui en même temps aussi n'a pas délaissé la Torah et ses exigences. C'est finalement beaucoup plus commun que l'on imagine aujourd'hui, ce brassage.
quand on prend les gens, j'allais dire, simples, entre guillemets, qui ne sont pas étiquetés dans les partis. Oui, et puis de toute façon, il faut faire toujours attention à ce que entre guillemets, les médias nous reflètent. On sait très bien que, en fait, on est esclave de ce que les médias, parce que pour quelqu'un qui ne vit pas en Israël ou nous-mêmes, vis-à-vis de ce qui se passe en France ou dans les autres pays, on arrive à concevoir que ce que la vue des médias nous donne. Et on sait que de nos jours, bon, c'est pas quelque chose de nouveau, tout ce qui se passe à Internet. On est amené à voir toujours les extrêmes de façon beaucoup plus importante. Donc, c'est toujours, il faut avoir ça en tête, qu'il ne faut pas se laisser trop manipuler et il faut essayer de voir aussi la vraie vérité. La pensée du Rav Kook aujourd'hui en Israël, du Rav Kook et de ses disciples aussi, de ceux qui s'en sont inspirés, vous avez l'impression qu'elle progresse, qu'elle inspire aussi le mouvement? Alors, d'abord, c'est un mouvement qui au niveau, je parle pas même pas politique vraiment, mais au niveau des disciples du Rav Kook et la place qu'ils prennent dans la société, on voit que ces dernières années, c'est un mouvement qui existe depuis beaucoup d'années, on voit de plus en plus de gens, on veut pas mettre des gens dans des cases vraiment, mais on voit beaucoup de gens qui fonctionnent ou qui ont été éduqués ou qui continuent à étudier dans la pensée du Rav Kook, occuper des places de plus en plus importantes dans la société, si c'est dans l'armée, si c'est même dans le monde économique, si c'est dans l'académie. C'est-à-dire que oui, on voit la place des élèves du Rav Kook, il y a beaucoup de mouvance, on les voit de façon beaucoup plus importante en nombre et aussi dans les places qu'ils occupent dans la société israélienne. Et vous, comment vous avez rencontré, si je puis dire, la pensée du Rav Kook personnellement? Alors, moi, j'ai fait mon alia il y a une trentaine d'années. D'abord, en France, j'ai eu la chance de côtoyer le Rav Menachem Ackerman, qui était venu en shlichut où j'habitais, donc une dernière, donc je l'ai connu. Et une fois que je suis arrivé en Israël, je suis arrivé au Technion, où j'ai eu la chance d'étudier avec le Rav Zini du Technion, qui évidemment est un disciple du Rav Kook et des disciples du Rav Kook lui-même. Et qu'on peut retrouver sur cette chaîne d'ailleurs, l'interview, dont on peut retrouver l'interview. Oui, oui. Le Rav Zini, le Rav Cherki, un nombre important de rabbinim francophones qui sont des élèves du Rav Kook et qui, disons, initient et donc ça nous a poussé à, comme ce qu'on a dit au départ, vraiment le Rav Kook, quand on le lit, on a l'impression de voir quelqu'un qui nous donne un message pour le jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une Torah qui est une Torah actuelle dans le sens où elle donne un message qui est pertinent pour nos jours. Et je pense que ça a donné beaucoup d'adeptes au Rav Kook puisqu'ils ont vu en lui un message qui est vraiment actuel à nos jours. Merci beaucoup, René Sananès, donc d'avoir accepté notre invitation. Alors, en attendant, on peut se reporter au livre que vous venez de traduire en français, donc aux éditions Lishma, les commentaires du Rav Kook sur les Haggadot du Talmud. Ça s'appelle Ein Aya, donc lecture à conseiller pour ceux qui veulent commencer à aborder cette pensée du Rav Kook, qui n'est pas toujours facile à aborder d'ailleurs, parce qu'il y a un style un peu particulier qui doit être souvent décrypté. On pourrait citer aussi Beno Gross, puisqu'il a fait beaucoup travailler sur les traductions également du Rav Kook. Merci beaucoup encore, René Sananès. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.